Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine, la série Cogito vous présente un guide pédagogique destiné à l'enseignement du piano aux aînés. Une doctorante a mis en place cet outil inédit afin de pallier à ce qu'elle estime être une vraie lacune en matière d'enseignement musical. Il sera aussi question des recherches d'un doctorant en génie mécanique qui vous expliquera comment le tracé des routes influe sur vous comme conducteur, mais aussi sur vos véhicules. Il arrive qu'une phrase anodine change un choix de carrière. Ainsi, lorsqu'Ariane Nantel se fit dire par sa grand-mère que les aînés, c'était l'avenir, cette phrase antithétique poussa cette passionnée du piano à vouloir enseigner son instrument privilégié aux aînés. Comme les ressources étaient insuffisantes pour qu'elle atteigne ses objectifs, elle décida d'élaborer un guide pédagogique pour pallier à cette lacune. Je m'appelle Ariane Nantel, je suis étudiante au doctorat à la faculté de musique de l'Université Laval. Dans le cadre de mes études doctorales, je m'intéresse à l'enseignement du piano aux personnes âgées. J'ai choisi ce domaine de recherche parce que je suis passionnée par l'enseignement du piano et que la clientèle des personnes âgées me fascine. Alors, quand j'étais petite, j'ai commencé à apprendre le piano dès la maternelle. Puis même avant la maternelle, je chantais toujours tout le temps en jouant, en marchant. Et puis, donc je pense qu'il n'y a personne dans mon entourage qui a jamais été surpris que je choisisse d'étudier la musique. Par contre, j'avoue que quand j'étais petite, si on m'avait dit plus tard j'aurais choisi l'enseignement, j'aurais été très surprise parce que tout mon secondaire, j'ai dit que je ne deviendrais jamais enseignante. Quand j'étais au cégep, je souhaitais devenir concertiste. Et puis c'est quand j'ai commencé l'université, j'ai également commencé à enseigner le piano et j'ai eu la piqûre, tout simplement. Dans le cadre de mon doctorat, le but ultime est de créer un guide pédagogique destiné aux enseignants de piano qui veulent travailler avec des personnes âgées ou qui le font déjà. J'ai choisi plus précisément la clientèle des personnes âgées suite à une anecdote que j'aime beaucoup raconter, c'est-à-dire que j'hésitais à choisir soit des enfants d'âge préscolaire, les enfants d'âge primaire ou les personnes âgées. Et puis j'étais allée rendre visite à mes grands-parents et puis je leur parlais de ça, je leur expliquais un petit peu ce que je faisais comme doctorat. Et puis ma grand-mère m'a dit « Voyons, Ariane, les vieux, c'est l'avenir! » Et que je le dirais pas comme ça, mais je me suis dit qu'elle avait raison, puis c'est vraiment ce qui m'a décidée. Dans le contexte actuel, la réalité de la personne âgée a changé et va changer encore avec les baby boomers qui vont arriver, qui commencent déjà à arriver à l'âge de 65 ans, en fait, depuis janvier 2011. Et puis, il s'agit d'une clientèle qui est différente de ce qu'on a pu avoir déjà. On parle de gens qui sont autonomes, qui vont demeurer autonomes plus longtemps et qui sont rendus à l'âge de la retraite, qui ont beaucoup de temps, qui ont beaucoup de temps occupé avec des occupations de loisirs. Et bien, le guide pédagogique est tout à fait approprié dans le contexte sociétal puisque la musique est une occupation de loisir qui est appréciée par les aînés et qui en plus apporte plusieurs bénéfices, comme par exemple favoriser le bien-être ou maintenir la mémoire. Avec l'arrivée à la retraite, plusieurs personnes âgées vont décider de se mettre au piano ou de se remettre au piano. Plusieurs en ont déjà fait quand ils étaient enfants. Alors, chez certains, c'est un rêve qu'ils peuvent enfin réaliser parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils ont les moyens. Chez d'autres, c'est des considérations autres qui peuvent être une activité plus intellectuelle pour justement travailler leur mémoire, travailler leur fonction cognitive, ce qui est très à la mode en ce moment chez les gens plus âgés et qui est une bonne chose aussi, disons-le, parce que c'est ce genre d'activité-là qui, en bout de ligne, va aider les personnes âgées à rester autonomes plus longtemps. Donc, les besoins qui existent sur le terrain sont nombreux. Je dirais que les deux plus importants concernent le matériel pédagogique
Et puis également, il y a un besoin de répondre aux caractéristiques qui sont particulières aux aînés. Donc, par exemple, des enseignants m'ont mentionné que quand ils faisaient des accords larges, qui sont exigeants pour la main, qui demandent plus de souplesse, bien, qui ont tendance à se faire mal. Alors que si on a une main qui est positionnée de manière plus naturelle, que ça évite beaucoup de problèmes de blessures. Et je reviens au matériel pédagogique. Un des problèmes qu'il y a dans le matériel pédagogique, c'est la disponibilité du répertoire. Du répertoire qui est désiré par les personnes âgées, mais également du répertoire qui est adapté. Donc, on parle de versions faciles, de versions qui vont faire en sorte qu'ils ne se blesseront pas. Donc, c'est du matériel qui est difficile à trouver, où plusieurs enseignants disent qu'ils doivent le faire eux-mêmes, ce qui demande beaucoup de temps, évidemment, dans une préparation de cours. Le besoin le plus criant exprimé par les enseignants de piano qui ont participé à l'étude concerne le matériel pédagogique. Les enseignants en ont profité pour me dire qu'est-ce qu'ils souhaiteraient avoir. Donc, l'accessibilité au répertoire, par exemple, et comprendre comment les personnes âgées apprennent. Et puis, j'ai tenté de répondre le mieux possible aux besoins qui m'ont été exprimés. Pour offrir du répertoire aux enseignants, pour leurs élèves âgés, il va s'agir surtout d'adaptation de pièces. Alors, on ne parle pas de matériel nouveau, et ce parce que la littérature, autant que les enseignants, m'ont révélé que les personnes âgées désirent jouer des pièces qu'ils connaissent. Par exemple, du folklore, par exemple, des chansons qui étaient populaires dans leur jeunesse, des pièces classiques très connues. Mais par exemple, si on prend l'exemple des pièces classiques très connues, la Sonate à la Lune, c'est un rêve pour une personne âgée de jouer ça. Elle vient de commencer, ou elle est d'un degré peu élevé. La personne âgée se dit souvent, oui, mais c'est parce que j'ai pas 20 ans devant moi pour atteindre le niveau qui serait nécessaire pour apprendre la version originale. Elle aimerait l'apprendre quand même. Donc, en faisant des versions adaptées, des versions faciles pour cette clientèle-là, des pièces qu'ils désirent, on leur permet d'apprendre tout en réalisant des rêves. Dans ma démarche de travail pour pouvoir conduire mon doctorat, je me base beaucoup sur les besoins. Quels sont les besoins auxquels on doit répondre? C'est mon point de départ. Et puis, bon, les besoins, ensuite, je les trouve dans la littérature scientifique, je les trouve sur le terrain, qu'est-ce que les personnes âgées me disent, qu'est-ce que les enseignants m'ont dit. Et puis, je vais répondre le plus possible à ces besoins-là avec, encore une fois, la littérature scientifique, qu'est-ce qu'on m'a dit. Dans le fond, c'est un peu comme une réflexion commune que j'ai entamée avec plusieurs personnes. Alors, chaque personne m'a donné sa petite piste à la fois de besoins et de solutions. Et en mettant tout en commun, je vais pouvoir arriver à proposer différentes pistes de solutions. Alors, pour pouvoir analyser les données que j'ai recueillies au travers des questionnaires, au travers des entrevues, je me sers d'une méthode particulière qui fait partie de recherche qualitative. Donc, ici, on parle pas beaucoup de chiffres ou sinon si peu, là, certaines statistiques. Et puis, grosso modo, avec un logiciel qui est adapté pour, je vais fabriquer des boîtes virtuelles. Et puis, dans chacune des boîtes virtuelles, qui sont des catégories, il y a des petits tiroirs qui sont des sous-catégories. Et puis là, je vais prendre des commentaires des gens. Et puis, ce commentaire-là, je vais le classer dans tel tiroir où j'ai mis tous les commentaires qui faisaient partie de ce tiroir-là, qui est donc une sous-catégorie. Par exemple, un exemple de catégorie, ça pourrait être le matériel pédagogique. Et un exemple de tiroir, problème rencontré dans le matériel qui est disponible présentement sur le marché. Et puis là, si j'ai un commentaire qui me dit, par exemple, les méthodes de piano pour enfants sont un peu infantilisantes pour les aînés à cause de tous leurs petits dessins, bien, je le prends intégralement et je le mets dans mon petit tiroir. Puis je fais ça avec chaque commentaire de toutes les centaines de pages que j'ai eues de réponses de questionnaires et de transcriptions d'entrevues.
Et avec ça, bien, on a un beau portrait de la situation. Alors, le but ultime de la recherche, c'est de créer un guide pédagogique qui va être virtuel, disponible sur Internet. Et puis, il va être composé de différentes sections. Ce à quoi j'aimerais arriver, c'est qu'on ait quelque chose de concis et puis on a de l'information qui est succincte, avec d'autres ressources et un lien vers quelque chose de plus complet si la personne, c'est vraiment ça qu'elle veut approfondir. Et puis, je veux proposer des stratégies d'enseignement, peut-être des idées d'activités pédagogiques. On a parlé de répertoires qui seraient adaptés, de versions faciles. J'aimerais pouvoir en offrir plusieurs et idéalement, j'aimerais pouvoir offrir différents niveaux de difficulté par pièce. Donc, ça peut devenir très gros. C'est sûr que pour le projet de doctorat, je vais devoir arrêter à certains endroits qui n'est pas encore défini. Par contre, il est dans mes projets de continuer à travailler sur ce site-là et de ne pas le mettre de côté après mon doctorat. Je veux pouvoir l'enrichir constamment, d'où aussi l'intérêt d'être un site Internet puisque je peux le mettre continuellement à jour. Parmi les recommandations qui pourraient faire partie de ce guide pédagogique-là, il y aurait également un volet qui concerne toute la prévention des blessures chez les personnes âgées. Il y a également un volet éthique, à savoir, et d'approche. Comment on enseigne à une personne âgée? On ne va pas enseigner de la même manière qu'à un enfant. Ils ont leurs besoins personnels, ils savent, des fois, ils savent vraiment où ils s'en vont. Donc, il faut respecter ça. On ne va pas non plus leur enseigner pour qu'ils fassent une carrière en musique. Je crois que c'est un nombre très limité de ces gens-là qui souhaitent finalement faire une carrière. C'est pour leur propre plaisir et ils ont souvent des sous-objectifs qu'on pourrait ne pas soupçonner si on ne leur demande pas. Donc, dans le guide pédagogique, je veux proposer des pistes de solutions. C'est certain que c'est l'enseignant, en bout de ligne, qui va devoir analyser qu'est-ce qu'il peut prendre là-dedans et c'est pour lui donner des idées. C'est pas une recette que je veux proposer, c'est une ressource pour pouvoir aller, je ne sais pas où aller consulter, je vais pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire dans telle situation. Je vais aller voir le site Internet pour pouvoir trouver une réponse. Mon projet de recherche va permettre différentes contributions, autant du point de vue sociétal que scientifique. Donc, dans la société, ça va permettre de combler le manque d'outils de ce genre-là. Ça va permettre aussi de pallier au manque, à l'absence de formation des enseignants concernant l'enseignement du piano aux personnes âgées. Et puis, du point de vue scientifique, ça va permettre de contribuer au développement des connaissances qui sont lacunaires. J'ai été agréablement surpris, de la réponse que j'ai obtenue des gens et de l'accueil du projet, pas seulement chez les enseignants, mais chez les personnes âgées, chez les gens en général. Je pense que les gens commencent à être conscients que ce qui est important d'offrir des services d'éducation de qualité à nos aînés. Lorsque Louis Gagnon se fait proposer de travailler sur l'interaction entre camions et routes, le jeune chercheur s'emballe. C'est ainsi qu'il s'attelle à un projet qui consiste à créer un modèle informatique lui permettant d'analyser l'impact de la dégradation de la route sur le camion. Mon nom est Louis Gagnon. Je suis étudiant au doctorat en génie mécanique à la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. Mes recherches portent sur le développement d'un logiciel informatique qui permet de comprendre ce qui se passe lorsqu'un camion circule sur une route et plus particulièrement d'étudier sa consommation d'essence, la sécurité du chauffeur, la santé du chauffeur et l'usure du camion. Mes travaux s'inscrivent dans la chaire de recherche industrielle sur les charges lourdes, les chaussées et le climat. Cette chaire est dirigée par le professeur Guy Doré, qui est mon co-directeur, parce que c'est une chaire en génie civil. Et mon directeur est le professeur Marc Richard, qui me supervise pour ce qui est du génie mécanique. J'ai choisi ce sujet de recherche parce qu'il m'a été proposé par mon professeur Marc Richard, qui était aussi mon directeur à la maîtrise et qui sait que j'ai un intérêt assez poussé pour tout ce qui est modélisation des véhicules et économie d'essence. Et à la maîtrise, je m'occupais plus de faire de l'aérodynamique du véhicule dans le but de minimiser l'énergie qu'il utilise. Et lorsqu'il a vu ce projet passer, il m'a offert de participer au projet. Et c'est ainsi que j'ai choisi d'embarquer dans le projet.
Ce qui me fascine, en fait, c'est de pouvoir modéliser ce qui se passe en réalité dans l'ordinateur, de pouvoir, en fait, mieux comprendre ce qui se passe dans un camion qui roule sur une route. Pour mon projet, on m'a demandé d'étudier plus qu'est-ce qui est standard pour les camions. Donc, ça va être un camion fortement chargé qui roule sur une autoroute, parce que c'est là, en fait, que les camionneurs sont le plus souvent. C'est là qu'ils font le gros de leur journée, sur une autoroute, sur une route de campagne, donc au-dessus de 70 km/h. C'est plus ces routes-là que je vais analyser. Mais le modèle s'applique à n'importe quelle route. Le camion qu'on a choisi comme camion standard, c'est un camion à 22 roues. Donc, ça serait un essieu en avant pour la direction, 2 essieux en arrière sur le tracteur encore. Donc, quand je parle de tracteur, je parle de ce que les gens souvent vont appeler le camion. Et sur la semi-remorque, ce que les gens vont appeler la remorque, et là, j'ai 3 essieux. Donc, d'habitude, sur l'autoroute, on va avoir 2 essieux, 3 essieux. 3 essieux, ça veut dire qu'il est plus chargé. Il est plus lourd, donc il y a plus de chances d'avoir justement un impact de la route. S'il va passer sur une bosse, il y a plus de chances d'en souffrir parce qu'il est plus lourd. La modélisation, en fait, c'est de représenter ce qui se passe en réalité dans un ordinateur. Je vais prendre des outils informatiques qui me permettent d'insérer des masses, par exemple, des ressorts, d'insérer des composantes d'un camion dans un modèle informatique qui, lui, ensuite, va faire le calcul à ma place, selon des équations que moi, je lui ai données, et me donner la réponse de qu'est-ce qui se passe avec le camion à tous les endroits qui m'intéressent. Je peux, si ça me tente de faire monter mon camion sur une grosse côte avec des grosses bosses, je le fais et tout de suite, j'ai la réponse. Alors, cette espèce de tout-puissance-là, c'est quelque chose de très fascinant. Et en plus, ce qui me motive beaucoup, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un manque à ce niveau-là dans l'industrie, un manque au niveau de la compréhension de ce qui se passe avec les véhicules. On essaye plus de reproduire ce qui fonctionne déjà, au lieu d'essayer plutôt d'améliorer. Puis, en fait, c'est l'économie d'essence, pour moi, c'est quelque chose d'assez important, d'essayer d'utiliser moins d'énergie. Puis ça rentre là-dedans. Je modélise en fait l'énergie que le camion utilise, puis ça me passionne d'arriver à faire ça. En ce moment, ce que je fais, c'est que je développe un modèle multicorps dynamique de camion. Ça veut dire que je prends un camion, puis je le décompose en plusieurs morceaux. De là, le multicorps. Et la dynamique, c'est pour dire que en fait, j'étudie le camion qui est en mouvement. Tous ces morceaux-là sont en mouvement, un par rapport à l'autre. C'est comme si je décomposais mon camion en plusieurs masses qui vont être, par exemple, le moteur, le radiateur, la cabine, le cadre, la remorque, les pneus, les roues, les essieux. Tout ça, c'est décomposé en plusieurs masses qui sont reliées, généralement dans un modèle dynamique, par des ressorts et des amortisseurs. Donc, les ressorts, ils font que si je pousse, le ressort, il repousse de l'autre bord, donc ça donne un effet ressort. Et les amortisseurs, eux autres, qui absorbent l'énergie. Donc, à force de balancer, les masses vont éventuellement arrêter de balancer parce que toute l'énergie du mouvement va avoir été dissipée. Donc, un modèle multicorps dynamique, c'est ça. Et moi, ce que je fais plus particulièrement, c'est que je développe ce modèle-là pour qu'il s'applique directement sur la route et qu'il considère le profil de la route. Donc, quand je parle de profil de la route, je veux dire l'élévation de la route à chaque instant. Et la dégradation de la route pose un sérieux problème au transport. Si on regarde, par exemple, un camion, parce que le camion, souvent, il va être plus affecté parce qu'il est plus lourd, il est plus gros, il va généralement utiliser à peu près 5 à 10 % plus d'essence sur une route qui est assez dégradée comparée à une route qui est neuve. Il va aussi avoir des coûts d'entretien qui sont doublés. Il va avoir des pneus qui vont être usés 60 % plus vite. Et le chauffeur va avoir des problèmes souvent de maux de dos, de nausées lorsqu'il conduit, de fatigue. Tout ça à cause de la dégradation de la route. Ce qu'on fait pour évaluer si la route est dégradée ou pas, on fait passer le profilomètre inertiel, le camion qui mesure la route, si on veut. Et ce camion-là, ce qui nous sort à la fin, en fait, c'est un profil qu'on comprend plus ou moins parce qu'on ne va pas l'étudier pas à pas. Puis il nous sort aussi une autre donnée qui est le mouvement qu'une suspension de véhicule aurait eu en passant sur ce profil-là. Donc, le ministère va regarder, en fait, comment la suspension d'un véhicule se déplace en passant sur la route. Donc, si ma suspension se déplace d'1 mètre au bout d'1 kilomètre sur cette route-là, d'habitude, on va dire ça, c'est bon. Ça veut dire j'ai bougé à peu près 1 mètre sur 1 kilomètre. Si elle se déplace de 5-6 mètres, là, ça veut dire là, j'ai bougé beaucoup. Puis c'est
c'est leur seul moyen de savoir si la route est dégradée ou pas. Puis l'idée de mon projet, ben, c'est d'avoir une meilleure idée là, de ce qui se passe. On veut pas juste savoir comment que la suspension elle bouge, on veut savoir justement combien d'essence de plus ça va me coûter. La route est dégradée, mais peut-être qu'elle ne coûte pas plus cher d'essence, peut-être qu'elle ne cause pas plus d'accidents. Celle-là, on peut attendre avant de la réparer, puis on pourrait aller en réparer une autre qui, elle a l'air moins dégradée, mais elle va coûter plus cher à la société après. Afin d'obtenir toutes les données dont j'ai besoin, je dois passer par plusieurs étapes. J'ai besoin des données sur des profils de route, donc je dois obtenir des routes. J'ai travaillé avec le ministère du Transport qui m'en ont fourni quelques-unes. J'ai aussi un outil qui est disponible à la chaire de recherche qui s'appelle un profilomètre inertiel. C'est un outil avec lequel je peux me promener en le poussant un peu comme une tondeuse, si on veut. Et je pousse très lentement ça sur la route. Et lui, à l'aide de laser et de masse et de ressort, il peut me dire exactement c'est quoi le profil sur lequel je roule. Donc, je passe ça sur la rue et ensuite, je vois la rue, mais comme vue de côté, si on veut. Ça, c'est une des collectes de données que je peux faire. L'autre collecte de données que je peux faire, c'est avec le ministère du Transport. Eux autres, à chaque 2 ans, ils vont faire rouler un camion sur la totalité de leur réseau. Et ce camion-là est un peu comme mon outil, comme mon profilomètre inertiel, sauf qu'il le fait à haute vitesse, il le fait à 80 km/h. Un autre aspect de la collecte de données, comme ça je peux avoir des routes. Souvent aussi, qu'est-ce qu'on va faire, c'est plutôt étudier seulement un profil de route virtuel. Donc, je vais mettre 3 bosses en forme de demi-cercle, chacune à 1 mètre de distance. Ensuite, je fais une pause de 10 mètres. Parce que l'idée, c'est pas juste d'analyser une route spécifique, mais c'est de voir quelles déformations de la route ont un impact. De voir un peu si j'ai justement ces 3 bosses-là sont à 1 mètre, est-ce que là, ça augmente ma consommation d'essence? Est-ce que ça augmente l'usure de ma suspension? Là, si je les mets à 2 mètres, est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est moins pire? Parce qu'on peut pas toujours savoir comment ça va réagir. Parce que justement, la voiture, c'est comme un tas de ressorts, si on veut. Le camion, c'est comme un tas de ressorts avec des masses. Puis on sait pas, peut-être que lui, il va être en train de redescendre quand il va prendre la bosse à 2 mètres, alors que quand il va prendre la bosse à 1 mètre, bien là, il est en train de remonter. Donc, il va être moins frappé fort par la bosse. Il y a une autre collecte de données que je dois faire aussi, c'est auprès des fabricants. J'utilise des pneus, par exemple, dans mon modèle, je les modélise. J'utilise un tracteur, ce qui est le camion, et une remorque. Pour que mon modèle soit réaliste, il faut que j'aie des données qui sont réalistes. En général, je suis capable d'obtenir mes données en communiquant avec des fabricants, mais vu que c'est pas un monde idéal, il y a aussi des moments où est-ce que c'est moi qui dois aller recueillir les données ou avec des partenaires de la chaire, essayer de faire des ententes parce que éventuellement mon modèle va devoir être validé. Et vu que je fais un modèle de camion spécifique, il n'y a pas d'essais expérimentaux qui ont encore été faits sur ce modèle de camion-là. Donc l'idée, ça va être de faire les essais expérimentaux, de faire passer un camion sur une route qui est dégradée, mesurer la différence de consommation d'essence avec une route qui est moins dégradée, et ensuite prendre les 2 modèles, les 2 profils des 2 routes, rentrer ça dans mon ordinateur et regarder, bon, est-ce que ça concorde? Puis là, ça va me permettre de valider ou de calibrer un peu là, mes résultats. Dans la perspective où ce que mon projet va être accepté par les instances gouvernementales qui gèrent les routes, ça va mener en fait à une meilleure longévité pour les camions et aussi par une réduction du coût d'essence, une réduction des maux de dos et une réduction des accidents. Parce que quand on parle d'une route fortement dégradée, il ne faut pas oublier aussi qu'on a à peu près 50 à 100% plus d'accidents. Donc, on va avoir à peu près 2 fois plus d'accidents dans le pire des cas. Et en général, si, par exemple, le ministère du Transport utilise mon modèle, puis mon modèle s'avère fiable, bien, ça va réduire tous ces problèmes-là d'une petite partie. Ça va permettre de mieux gérer. Donc, l'impact d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe lorsqu'un camion passe sur la route, puis de savoir comment la réparer, puis où la réparer, c'est sûr que ça aiderait beaucoup la société à cause que, justement, on utilise beaucoup d'essence dans le système de camionnage. Souvent, si on regarde même juste une compagnie de camion, une de ses dépenses principales, c'est de l'essence. Parce que ça boit quand même beaucoup un camion, c'est gros. Puis c'est ça qui nous achemine tous nos biens matériels, notre nourriture. Donc on ne peut pas vraiment s'en passer. On peut peut-être diminuer la demande, mais on en a besoin. Donc il faut s'adapter. Puis non seulement ça va aider les camions, mais c'est aussi les usagers de voitures qui vont bénéficier de ça. Tous les usagers de la route, en fait, bénéficient du fait que les routes soient mieux gérées. Et à long terme, c'est peut-être un peu plus complexe là, de voir exactement qu'est-ce que mes recherches vont engendrer.
Mais ça serait encore là un peu une meilleure compréhension du savoir, puis idéalement, de plus rejoindre les différentes disciplines. Par exemple, dans mon cas, les pneus et les véhicules, souvent, c'est deux choses qui sont modélisées séparément. Mais là, l'idée, ça serait peut-être de mettre ça ensemble. C'est un peu ça que je fais dans mon modèle. Puis peut-être que d'autres vont pouvoir partir de ça. Puis là, d'amener plus encore, d'amener plus de composantes différentes ensemble pour avoir des modèles plus globaux. Souvent, on va remarquer que dans les modèles de camions, on utilise beaucoup de systèmes multicorps dynamiques, comme celui que j'utilise en fait. Sauf qu'on va faire une grosse simplification au niveau des roues, parce que ça devient trop complexe d'implémenter un modèle de pneus. Des fois, ça va être parce que ça coûte trop cher. Des fois, c'est parce que justement, on n'a pas le temps de développer le modèle. Et la même chose du côté des roues ou des pneus. On va faire un modèle de pneus, puis on va mettre un véhicule ultra simplifié dessus, parce que, pour les mêmes raisons, mais à l'envers. Donc l'idée, moi, ce serait de justement permettre de tout mettre ça ensemble, puis que les gens puissent partir directement de là. Revoyez les 2 entrevues diffusées cette semaine ou découvrez les autres entrevues sur ulaval.tv. Prochainement, il sera question d'anorexie, de philosophie et de courrier du cœur. Merci, au revoir.